Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Soua Ratifandriana, je suis danseuse et maintenant je réalise mon propre travail en tant que chorégraphe. Du 12 au 16 octobre, je serai à l'atelier 210 pour défendre mon projet que j'ai intitulé Groove. Et c'est une pièce, c'est un solo de danse de 45 minutes. J'ai appelé cette pièce Groove un peu en hommage à ma famille, parce que c'est un peu un mot qui est très présent dans notre champ lexical, quoi. Disons que assez souvent, quand j'étais petite, mes premiers pas de danse, on se retrouvait de manière un peu impromptue, en fait, dans le salon avec mon frère et mes parents. On écoutait beaucoup de jazz, du funk, du disco. Et à mesure qu'on grandissait avec mon frère, les mouvements étaient de plus en plus sophistiqués. Et c'était presque un jeu, en fait. Et c'est pour ça que, après un parcours plus académique, parce que j'ai intégré un conservatoire à Paris, où j'ai appris la danse contemporaine, on a traversé plein de chorégraphies de différentes époques. J'ai appris beaucoup, puis après j'ai commencé à travailler aussi dès l'âge de mes 19 ans. J'ai commencé avec James Thierry, qui est plus dans du théâtre physique, cirque. Puis après j'ai travaillé avec Sally Afsanou et dernièrement Anne-Theresa de Kersmaker. Donc des univers très singuliers et très répandus dans le milieu de la danse contemporaine. Mais après toutes ces expériences-là, j'avais besoin de retourner un peu à l'essentiel et à la source et à la question de pourquoi je danse en fait et comment j'ai envie de danser aujourd'hui. Et l'un des premiers mots qui m'est venu à l'esprit dans mes petites phases d'introspection, c'était le groove, quoi. Parce que c'est ça, c'est juste j'écoute une musique, ça me fait bouger la tête de façon un peu incontrôlée, ça me met en mouvement, j'ai envie de danser, et voilà, quoi. Et là, je rentre dans un autre état, quoi. Et c'était ça que j'avais envie de retrouver. Je suis partie du mot groove en ayant ma propre opinion de ce que ça voulait dire, mais en fin de compte, en parlant un peu autour de moi, je me suis aperçue que on avait tous et toutes une opinion très très différente de ce que c'est le groove, selon notre expérience, selon nos références culturelles aussi. Et donc, je me suis un peu intéressée à la question, et étymologiquement, le groove, en fait, ça signifie dans le sillon du disque ou dans le cou. Et donc, ça vient du swing. Le swing, c'est né dans les années 1930. Et donc, en fait, ce sont les musiciennes et musiciens swing, en fait, qui ont qui ont, disons, articulé la mesure ternaire de façon à ce que ça crée un balancement. Et ce balancement, en fait, incontrôlé, qui fait que quand on écoute le swing, ça nous fait balancer la tête, c'est ce qu'on a appelé le groove. Et le groove, c'est ensuite après quelque chose qui s'est étendu et que aujourd'hui je questionne et je me demande est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi être dans la danse, est-ce que la danse peut groover, quoi. Et donc à partir de ça, j'ai essayé un peu de voir parmi les inspirations musicales qui me plaisent, qui parlent de groove, et j'ai trouvé en fait un workshop un workshop en ligne en fait organisé par Victor Wooten, qui est un bassiste américain que mon père adore écouter. Et donc il a créé en fait une forme de pédagogie autour de son appréciation, de sa perception de ce qu'est le groove. Et donc il a fait ce workshop pour ses élèves bassistes. Et donc moi je suis pas du tout bassiste, mais j'ai quand même suivi son workshop et j'ai essayé de trouver des liens possibles avec la danse et de voir comment ça peut d'une certaine manière faire écho en fait aussi au mouvement, quoi, et à la manière dont on appréhende la musique ou on appréhende la danse. Voilà, j'aime beaucoup ce que dit Miles Davis, par exemple, quand il raconte que pour lui, la musique c'est le silence et que les notes ne sont là que pour encadrer ce silence. Et j'aime beaucoup cette perception de la musique parce que c'est quelque chose que je trouve aussi très importante dans la danse, que souvent on peut être très, je dirais, on a envie d'être force de proposition, on a envie de tout remplir, de combler le vide, alors que parfois juste laisser un écho, être à l'écoute, être observatrice et observateur de l'environnement qui nous entoure et juste laisser ça résonner, parfois ça crée un peu de magie. Et donc groove, c'est à propos de ça aussi, c'est à propos de cet espace, de cette sensibilité, de cette écoute
qui, je pense, aujourd'hui est grandement nécessaire sur plein de points. Pour le processus musical de groove, j'ai fait appel en fait à deux copains musiciens qui ont tous deux une esthétique musicale enfin, en tout cas des inspirations musicales très différentes, mais ils ont aussi des choses en commun. Ils font tous deux de la musique électronique. Alors pour démarrer, j'ai fait la rencontre de Sylvain Darifour, avec qui j'ai déjà travaillé précédemment, qui lui est à l'origine un batteur en jazz, musique improvisée, mais c'est un peu pour moi un chercheur, quoi. Il aime beaucoup expérimenter musicalement, aller pousser un petit peu les limites, voilà, d'aller chercher des choses dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Il crée ses propres sons, en fait. Il crée des bugs avec des Larsen, en fait. Il arrive à créer des sons, des bruits blancs. Et donc lui, il fait d'une esthétique noise. Et pour moi, c'est un peu un artisan de son noise. Et donc il utilise un logiciel qui s'appelle Ableton, où il crée ses rythmes, où il crée sa musique par le biais de ce logiciel-là. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en opposition à ça, j'ai fait appel à Alban Murenzi, qui est producteur et beatmaker, notamment du groupe Yellow Straps. Et lui, il est donc beatmaker, il est dans l'esthétique hip-hop, donc c'est des sons beaucoup plus instrumentaux, c'est des kicks, des snares, des hi-hats. Finalement, c'est aussi très minimaliste, sa manière de composer, mais avec très peu d'éléments, en fait, ça crée en fait un groove, ça crée un balancement assez puissant. Je voulais faire appel à ces deux musiciens et faire une création musicale pour ce projet, parce que j'aurais pu tout autant prendre une musique préexistante et travailler avec. Mais autant j'aime la musique, autant je suis amoureuse aussi de la danse, et je trouvais que c'était important dans ce projet d'accorder une place importante à cet art-là, parce que souvent on se retrouve contraint à devoir organiser notre danse ou à illustrer la danse en fonction de la musique. Et là, en l'occurrence, j'avais envie qu'il y ait une réelle conversation, qu'il y ait un réel dialogue avec les musiciens, et qu'on crée une forme de partition ensemble où danse et musique se répondent mutuellement. Avant même, en fait, de rentrer en contact avec eux, pour raconter un peu le processus créatif, j'ai d'abord été en studio en solitaire, et ça a commencé en fait pendant le Covid, hein. Donc j'avais un studio à côté de chez moi, à Scarbeck, et j'improvisais. Et donc à partir de ça, j'ai commencé à observer que il y a un peu des mouvements qui se répètent. Et puis après, je suis rentrée du coup en contact avec ces deux compositeurs. On a commencé à discuter à comment on pourrait construire une sorte de narration en fait abstraite, enfin voilà, du spectacle de 45 minutes. Et puis ensuite après, j'ai rencontré Valériane Poitvin, qui est réalisatrice et qui donc prend des archives, qui prend des images de ses amis artistes en fait, et elle est venue au studio pour prendre des images en fait de ce qui se passe, de comment je travaille, et également d'improvisation. Et moi, ça m'a permis en fait d'avoir un retour à la fois direct, parce qu'on a commencé à entamer une collaboration où de par sa perception des choses, elle me renvoie en fait ce qu'elle voit, et moi ça me permet aussi du coup d'aiguiser mes intentions. Et donc elle travaille en tant que regard extérieur, mais à la fois elle me donne ce matériel vidéo qui me permet moi du coup de retravailler sur les mouvements que j'ai effectués dans la journée, et d'un peu faire le tri et de commencer à faire ce travail de composition. Dans cette idée de groove et dans cette idée de créer un rythme, autant qu'il soit musical ou dansé, il doit être aussi d'une certaine manière visuel. Et c'est pour ça que j'avais envie d'incorporer un peu des images, des images en fait d'une certaine manière connues, populaires en fait, qui vont un peu convoquer les mémoires des spectateurs et spectatrices. Il y en a une, c'est la naissance de Vénus de Botticelli. Donc quand elle sort de son coquillage et que quelqu'un l'intercepte, enfin en tout cas quelqu'un l'interpelle et puis qu'elle tourne la tête et puis elle est un peu dans cette posture-là. Il y a la Vénus de Botticelli. Il y a aussi une posture qui arrive à la fin du clip This is America de Childish Gambino, qui lui est donc un artiste musicien, producteur et tout ça, et qui a fort bousculé le net avec ce clip-là.
Et donc il y a une posture où il y a une torsion que je trouve très très belle et qui est très évocatrice, enfin, qui est assez forte. Et puis il y a aussi par exemple une posture voilà, d'un manga de 1995, Ghost in the Shell, voilà, où c'est le personnage cyborg en fait qui prend position en fait dans un combat. Et voilà, c'est plein d'images qui interviennent et qui vont rythmer aussi le spectacle. Et je pense que l'écriture a été une grande aide en fait dans le processus créatif. Et je pense que ça a beaucoup participé, l'usage de l'écriture. J'entretenais une forme de journal de création en fait, où quand je rentrais à la maison après une journée de travail, après avoir improvisé ou après avoir testé des trucs, voilà, je me reportais toujours sur mon petit calepin, mon petit notebook ou mon ordi, et puis voilà, et j'écrivais un petit peu voilà, mes états un peu parfois émotionnels ou juste des choses beaucoup plus techniques. Mais en tout cas, ça me permettait de me reporter dessus et de faire le tri un peu dans mes idées. Et c'était chouette parce que du coup, c'est à la fois un travail, un processus créatif entre quelque chose de rigoureux où tu essaies quand même d'établir une discipline de façon à ce que tu puisses atteindre ce que tu recherches, mais à la fois quelque chose de très intuitif en fait. Et je crois que mine de rien, l'écriture a une forte influence là-dessus. C'est vrai qu'avec l'exercice du solo, c'est pas évident de porter à la fois la casquette de la performeuse, enfin de l'interprète, et à la fois la casquette de chorégraphe. C'est très différent finalement, le travail est extrêmement différent, et de chaque côté, tu dois faire des choix. Mais ce qui est assez amusant, c'est que en tant que chorégraphe, j'essaye de m'imposer un cadre parce que je sais que je peux être très très vite distraite et que voilà, j'aime bien partir un peu dans tous les sens. Donc aussi après, je viens d'une compagnie, voilà, d'une compagnie où la rigueur est de taille. Donc c'est vrai que ça, c'est un bel héritage, ce qui me permet en fait de cadrer. Mais moi, ce que j'adore par contre en tant qu'interprète, c'est de transgresser en fait le cadre et d'aller au-delà de ce qu'on m'a imposé, de faire un peu ma vie, quoi. Ce qui est assez amusant, c'est que la première institution que j'ai contactée quand le projet est un peu sorti de sa coquille, c'est le Point Culture, parce que donc ici, on peut emprunter du coup des disques, des CD, enfin, voilà, il y a une médiathèque, et ça permet en fait, ça permettait pour moi voilà, d'aller un peu chercher et creuser des morceaux que je connaissais pas, qui pourraient éventuellement m'aider dans la création de mon projet. Donc ouais, c'est un endroit important pour moi.